Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du forum du Parti de la France. Demain, tous marrons. Et oui, ce soir, ce sera une émission très portée sur la démographie et l'identité, sur l'ethnie principalement, parce que c'est quand même une question primordiale. Et pour traiter cette question primordiale dans notre programme et dans notre projet politique, j'ai décidé qu'il était le plus pertinent possible d'inviter Alexandre Cormier-Denis, Nomos TV, que vous connaissez très certainement. Il est 15 heures chez vous actuellement au Québec, donc vous nous accordez une heure en pleine semaine, donc on vous remercie beaucoup. Comment allez-vous, Alexandre Cormier-Denis? Tout va extrêmement bien ici, de ce côté-ci de l'Atlantique. Je salue tous les auditeurs de l'émission du Parti de la France. Je salue la race française d'Europe. J'espère que tout va bien pour vous dans ces temps troublés. Je suis très content d'être parmi vous. Donc cet après-midi pour moi, mais ce soir pour vous. Et effectivement, nous sommes séparés de plus de 6300 kilomètres, mais ce qui nous unit finalement, comme vous l'avez dit, c'est la race. Je ne pourrais pas vous imiter, bien évidemment, mais le message est bien compris. Et j'ai également avec moi un passionné, si j'ose dire, des statistiques, Maxime Leroy. Bonsoir Maxime Leroy, vous êtes responsable du Parti de la France dans le nord de la France et également, si je ne dis pas de bêtises, adjoint du délégué général. Comment allez-vous? Très très bien et vous? Très bonne soirée en la compagnie d'Alexandre Cormier-Denis. Très heureux d'être parmi vous. On va passer, je pense, une très bonne soirée. Et je n'en doute pas, et je vais commencer directement par Alexandre Cormier-Denis. Vous avez vu notre titre d'émission, Demain tous marrons. Vous avez même dû voir que pour l'occasion, nous nous sommes déguisés en français, en anglais de Darmanin, en suédois, en ingénieur. Qu'est-ce que vous auriez à dire à cela par rapport à cette immigration massive de personnes qui ne sont pas blanches? Et est-ce que le Québec est confronté excusez-moi mon micro, à des préoccupations similaires à celles de la France et de l'Europe? Alors oui, bien sûr. Évidemment, dans une quantité, comment je dirais, moindre en raison de l'histoire. C'est-à-dire que l'immigration extra-européenne débute beaucoup plus tôt en France. C'est-à-dire que même si actuellement les volumes reçus d'immigration au Canada, encore plus au Canada anglais d'ailleurs qu'au Québec, sont totalement alarmants, hein. On parle du pays qui subit les changements ethno-démographiques les plus importants de l'Occident quand on parle du Canada. Les volumes sont du jamais vu là, sous Justin Trudeau, avec 500 000 immigrants par année pour un pays de 38 millions d'habitants. Sous la pression de lobby, sous la pression un peu d'une idéologie multiculturaliste qui a été incluse dans la Constitution, hein, à partir finalement des années 80. À partir du rapatriement constitutionnel de 1982, le multiculturalisme est entré dans la Constitution canadienne. Donc, s'opposer aux politiques multiculturalistes qui mettent de l'avant la diversité culturelle du Canada, c'est finalement aller contre la Constitution du Canada. Et c'est comment je dirais, un des points d'accrochage souvent entre le Québec et le Canada. Le Québec a une vision assez gauchiste lui-même, mais plutôt axée vers une sorte de neutralité. Hein? Un discours plus proche de celui de la France, au fond, plus proche d'un discours assimilationniste et, disons, laïcisant, face à un Canada anglais qui est complètement multiculturel. En gros, il n'y a même pas de demande d'assimilation qui est faite aux populations extra-européennes. Vous êtes pakistanais, vous arrivez au Canada, on vous dit, eh bien, gardez votre culture. Hein. C'est carrément la littérature canadienne pour les immigrés qui demande aux gens de conserver leur culture d'origine. Donc, le Canada, à partir des années 80, se radicalise finalement dans le multiculturalisme. Et 20 ans auparavant, à partir de 1962, ça a été l'ouverture à l'immigration non blanche. Parce que jusqu'en 1962, il y avait des lois qui préservaient la composition raciale du Canada. On ne voulait pas trop d'immigrants asiatiques. Il y avait eu de l'immigration chinoise, notamment au courant du 19e siècle. On l'avait limité. Il y avait très peu, évidemment, d'immigration provenant du Proche-Orient, encore moins d'Afrique. Et tous les verrous ont sauté à partir des Radical 60s, hein, la révolution culturelle des années 60. Évidemment, en France, vous connaissez ça avec mai 68, mais ça s'est produit un peu partout.
en Occident, avec également les campus américains dans les années 60 qui étaient très radicaux, très influencés par les thèses communistes, par les thèses marxistes-léninistes, également par le mouvement des Black Panthers, la décolonisation. Donc, tout ça a quand même eu un impact, finalement, sur la législation canadienne. Et en 1962, les barrières de sélection, la grille de sélection des immigrants, selon des critères, on pourrait dire des critères ethniques, a sauté. Donc, on couple ce verrou qui saute en 1962, le multiculturalisme qui devient politique d'État en 1982, ainsi que l'idéologie post-nationale actuelle de Justin Trudeau. Et aussi, il faut le dire quand même, il faut dire les choses. C'est-à-dire qu'il y a, comme partout, comme dans toutes les sociétés, ce n'est pas seulement les sociétés blanches, toutes les sociétés avancées sont vieillissantes. Que ce soit le Japon, que ce soit la Corée du Sud, que ce soit même la Chine, qui entame finalement un déclin de population. Toutes les sociétés qui tiennent la route, en quelque sorte, subissent une sorte de recul démographique, le vieillissement de la population, parce que le taux de renouvellement n'est pas au rendez-vous. Aucun pays avancé ne fait l'équivalent de 2,1 enfants par femme. Donc, qu'est-ce que ça entraîne? Bien, ça entraîne finalement une solution de facilité pour les gouvernants, qui est faire venir non seulement de la main-d'œuvre, mais également des consommateurs pour augmenter finalement la croissance économique de façon un peu, disons-le, artificielle. Donc, quand on cumule tout ça, eh bien, on arrive avec quoi au Canada? On arrive avec une politique migratoire qui est totalement délirante, qui est folle furieuse. Et à tel point, on en est rendu tellement loin dans cette politique que ça fait même dérailler la géopolitique. La diplomatie canadienne, aujourd'hui, a de la difficulté à opérer en raison de la présence de communautés ethniques trop importantes sur son territoire. On pense notamment au froid diplomatique actuellement entre le Canada et l'Inde. Et oui, ça peut faire rigoler les Français, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Le Canada et l'Inde qui seraient en conflit diplomatique? Eh bien, je vous explique pourquoi. C'est que le Canada a été le sanctuaire des terroristes sikhs du Khalistan, notamment une organisation qui s'appelle la Babar Khalsa, qui est une organisation séparatiste d'une région de l'Inde actuelle, une région frontalière avec le Pakistan. Une minorité religieuse, les Sikhs, donc les gens qui portent le turban, ça fait partie de leur prescription religieuse, porter un turban, porter un anneau, je pense, si je ne me trompe pas, là, de cuivre ou d'argent au bras gauche, et porter un couteau qui s'appelle le kirpan en dessous de ses vêtements. Et cette minorité religieuse, donc, finalement, a milité pour son État dans les années 80. Les militants radicaux du Khalistan ont assassiné Indira Gandhi, première ministre de l'Inde. Et donc, les réseaux fanatiques sikhs se sont réfugiés au Canada. Ils ne sont pas réfugiés au Royaume-Uni, ils ne se sont pas réfugiés en Australie, ils se sont réfugiés au Canada anglais. Et donc, on a une des plus grosses communautés de supporters, de gens qui sont finalement favorables à l'indépendance sikh et qui soutiennent finalement les groupes jugés terroristes par l'Inde, à tel point qu'il y a eu des leaders finalement de ces mouvements terroristes qui ont été assassinés récemment au Canada. Et on pense que c'est par les services secrets indiens. En tout cas, c'est ce que le gouvernement canadien a laissé entendre, ce qui a entraîné une réplique diplomatique de la part de l'Inde. Donc, ça vous donne une idée, hein, c'est-à-dire que vous êtes pris avec le conflit israélo-palestinien. Nous, évidemment, on a ce conflit entre hindous et sikhs qui fait dérailler la diplomatie canadienne. En plus de ça, on a évidemment la même chose, juifs et arabo-musulmans, on va dire, qui s'en prennent les uns aux autres. Mais enfin, il y a surtout un camp qui s'en prend à l'autre parce qu'il n'y a pas de mosquées qui ont été attaquées récemment. Par contre, à Montréal, il y a eu des attaques contre des synagogues et des écoles juives. Donc, on est dans une phase, finalement, de délitement un peu de ce multiculturalisme triomphant. Et on rajoute à ça la pression démographique énorme qui vient du Pacifique, qui vient en fait de la communauté chinoise, hein, à tel point qu'on a des élus, par exemple, du Parlement canadien qui ont eu des pressions de la part d'agents chinois. Donc, le Parti communiste chinois a fait finalement des campagnes à l'intérieur des communautés chinoises
principalement de Colombie-Britannique, donc ça c'est la province qui donne sur le Pacifique, pour battre des candidats qui seraient trop hostiles aux intérêts du Parti communiste chinois. Et évidemment, ça a l'air un peu rigolo dit comme ça, mais il faut comprendre que la démographie chinoise est telle en Colombie-Britannique, hein, on n'appelle plus Vancouver, on l'appelle Hongcouver, qui est un néologisme entre Hong Kong et Vancouver. Donc Vancouver est tellement peuplé de Chinois qu'en fait, ça a des impacts politiques réels et électoraux. Si la communauté chinoise se mobilise pour vous faire battre, ben, il y a des fortes chances que vous soyez battus. Et la communauté chinoise est relativement loyale, il faut le dire, au Parti communiste chinois. Donc, les Chinois, les Sikhs, les Hindous, évidemment les Mahométans, évidemment la minorité juive pro-israélienne. Donc, vous commencez à comprendre le truc. Vous, en France, vous avez une surreprésentation africaine, un peu proche-orientale, mais surtout Maghreb et Afrique. Hein, c'est principalement l'immigration extra-européenne que vous avez sur votre sol. Nous, c'est l'entièreté de la planète. C'est les Hindous, les Sikhs, les Latino-Américains, les Chinois. C'est la collection totale. Hein, c'est les Benetton, quoi. C'est les couleurs Benetton. En France, il y a une afro-islamisation. Nous, c'est plus nuancé. C'est-à-dire que c'est tellement... La source d'immigration extra-européenne est tellement vaste qu'en fait, on se retrouve vraiment avec une collection de communautés qui n'ont rien à voir entre elles. Et le pari des élites canadiennes, le grand pari des élites canadiennes, c'est de faire tenir tout ça par une économie relativement prospère. Parce qu'il y a un avantage, en guillemets un avantage, bien, en guillemets un avantage, ce qui explique d'ailleurs que le groupe national d'immigrants le plus important au Québec, devinez c'est lequel? C'est les Français. C'est-à-dire qu'en fait, à travers toute cette masse d'immigrés du tiers-monde qui viennent se déverser chez nous, il y a quand même plus de Français qui arrivent. En tout cas, les Français arrivent en haut du panier. Pourquoi? Parce que la situation, évidemment, sécuritaire en France est catastrophique. Mais pas seulement la situation sécuritaire ou politique, c'est la situation économique. C'est-à-dire que le socialisme d'État français tue également les talents français et tue les classes moyennes. Ce qui fait que même si nous, on vit dans une espèce de catastrophe LGBT, islamo-compatible, eh bien, on a quand même un peu de prospérité économique parce qu'on est plus libéraux. Et ça, c'est ce qui manque dramatiquement à la France. Hein, c'est un peu de liberté économique. C'est-à-dire vous avez le pire des deux mondes. L'immigration massive, le socialisme, la justice qui ne fait pas son travail et une espèce d'enfoncement vers une espèce de tiers-mondisation permanente. Donc, en fait, le Québec et le Canada s'en sortent un peu mieux que la France, même si le volume d'immigration est plus grand, tout simplement parce que l'économie tient un peu mieux. Évidemment, il y a une inflation qui est très forte. Là, les prix du logement ont complètement explosé depuis les dernières années. L'immigration n'aide rien, évidemment, à l'affaire. On est complètement en retard, notamment sur la robotisation et l'automatisation. Hein, on pourra en parler peut-être plus tard, mais ce qui est la voie de sortie pour sortir de la spirale inflationniste de l'immigration massive, c'est en fait tuer les entreprises à basse rentabilité capitalistique, c'est-à-dire en gros les restaurants, l'hébergement, le tourisme, pour aller vers une réindustrialisation. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir avoir des salaires qui ont du sens et, comment je dirais, générer du pognon en ayant des industries qui ne demandent pas beaucoup de bras. Eh bien, pour sortir de ça, il faut investir massivement dans l'automatisation et la robotisation. Ce qui n'a pas été fait depuis 30 ans au Canada, on est complètement en retard. Et là, le gouvernement du Québec se met à dépenser de l'argent, aider les PME, les TPE, les PME à faire une espèce de virage économique pour aller vers la robotisation. Mais c'est pas gagné. Et évidemment, je dirais que l'une des solutions qui est prônée actuellement, c'est l'immigration temporaire, c'est-à-dire donner des visas de travail pour des gens, principalement on parle des latino-américains dans le monde, par exemple, agricole, des gens qui, techniquement, ne restent pas sur le territoire. Alors, la justice ici est beaucoup moins laxiste qu'en France, hein, ça paraît fou, mais le Canada de Justin Trudeau est moins laxiste judiciairement que la France de Macron, même que la France de Sarkozy, au fond. Notre gauche respecte plus la justice que votre droite. Enfin bref, ça c'est le fait d'infiltration aussi un peu communiste et de toute l'ambiance socialiste très à gauche en France par les thèses de Bourdieu et la sociologie qui justifient le crime et qui font une espèce d'inversion intellectuelle du coupable et de la victime, ce qui est beaucoup moins le cas chez nous, où on prend quand même au sérieux les crimes violents.
On n'est pas aux États-Unis, hein, c'est-à-dire que les crimes financiers sont pas très réprimés, mais les crimes violents, quand il y a des attaques à la personne ou des attaques à la propriété privée, par exemple, c'est pris sérieusement. Hein. C'est-à-dire que moi, quand je vois ce qui se passe en France avec, par exemple, les squats, le fait que les squatteurs, on ne puisse pas vraiment les déloger parce qu'ils ont une espèce de droit acquis, etc. Moi, j'ai l'impression que la France est un pays communiste. Hein. C'est-à-dire que l'idée de protéger la propriété privée dans un cadre nord-américain libéral, c'est quelque chose de un peu sacro-saint. S'il y a des gauchistes éco-socialistes à dreadlocks qui viennent pourrir votre maison de campagne, par exemple, hein, viennent s'y installer, croyez-moi, vous avez toute la légitimité pour leur botter le derrière et les foutre dehors à grands coups de pied dans le cul. Ce qui n'est pas le cas en France, malheureusement, parce que vous avez une mentalité de socialiste. Et ça, je pense qu'à travers tout ce désastre migratoire, la mentalité de communiste des Français, hein, le communisme mental qui règne en France, où des millions de Français se mobilisent pour la réforme des retraites, très peu se mobilisent contre l'immigration, ça aggrave en fait tous vos problèmes migratoires, vos problèmes d'insécurité, votre problème d'africanisation de la France, votre problème d'islamisation. Donc, c'est assez compliqué, je pense, la situation française. La situation, et évidemment, les Français pourraient me répondre, oui, mais chez vous, vous vous mobilisez même pas. Il n'y a même pas de mobilisation. Et c'est vrai, il y a une dépolitisation de notre population en général. Hein. Et les Québécois, je dirais que les Québécois sont un peu plus politisés que les Canadiens anglais. Là. Les Canadiens anglais, c'est vraiment une sorte de léthargie assez grande qui est démentie là, dans les dernières années avec le convoi des camionneurs, mais disons qu'historiquement, c'est vraiment des gens qui ne s'intéressent que très peu à la politique. Les Québécois sont déjà un peu plus politisés à cause de la question nationale, du séparatisme québécois, de notre condition de peuple minoritaire au sein de la Fédération canadienne. Mais globalement, c'est vrai, on se mobilise très peu, comparativement aux Français qui sont en grève à chaque 6 mois, on ne sait pas trop pourquoi, avec la CGT aux commandes, etc. Donc, oui, on ne se mobilise pas, mais on ne se mobilise pas non plus pour les causes communistes. On ne se mobilise pas au niveau identitaire, mais on ne se mobilise pas pour les causes communistes. Tandis qu'en France, on se mobilise, mais pratiquement uniquement pour les causes sociales. Et quand on se mobilise pour des causes sociétales, la Manif pour tous, il y a quelques années, je me rappelle de ça, bon, il n'y a pas de gains politiques qui suivent la droite. Donc, je pense que cette situation-là, elle est compliquée. Elle est compliquée des deux côtés de l'Atlantique parce qu'on est face quand même à des populations qui... Alors évidemment, la France est un des pays occidentaux qui fait le plus d'enfants. Mais il faut voir qui fait des enfants. C'est toujours ça la question. Et comme vous le savez, hein, je ne vous apprendrai rien au Parti de la France ou aux auditeurs, il n'y a pas de statistiques ethniques dans votre belle République. Catastrophe. On est dans du, excusez-moi, on est dans du négationnisme scientifique. C'est-à-dire qu'un État devrait être capable de connaître la population qu'il y a sur son territoire. On devrait être capable de savoir il y a combien de gens d'origine européenne, combien de gens d'origine africaine, proche-orientale, etc. Et même pas dans un point de vue, comment je dirais, racialiste. Même pas d'un point de vue nationaliste. Simplement pour avoir des données concrètes sur sa propre population. Le recensement du Canada qui est sorti là, le recensement en 2021 qui est sorti en 2022, bien, je suis désolé, le Canada est un pays multiculturaliste, eh bien, on a les statistiques ethniques. On sait où on s'en va. On peut faire des projections démographiques. En France, on est dans la négation totale, où on nous répète depuis des années qu'en fait, la population musulmane n'a pas changé. Hein, voilà, il y a 10 fois plus de mosquées qu'il y a 20 ans, mais il n'y a pas eu plus de musulmans. Il n'y a pas plus d'Africains, il n'y a pas plus d'étrangers. Le grand emplacement est une théorie du complot, etc., etc. Donc, il y a un négationnisme de la réalité en France qui est affligeant. Et malheureusement, je dois le dire, je pense que le problème en France, on a beaucoup de problèmes au Québec, là, je ne suis pas ici pour accabler la France, mais je pense que les problèmes français ne sont pas dus uniquement à Macron, ou à Hollande, ou à Sarkozy, ou à l'élite, ou à Bolloré, ou je ne sais quoi. Il y a un problème fondamental chez les Français. Le peuple français est un peuple de communiste mental qui croit que tout va se résoudre par l'État. Et c'est le problème, selon moi, des partis de droite comme le vôtre, ou comme, à la limite, dans une moindre mesure, qui est moins radical, qui est plus nuancé, Reconquête. C'est-à-dire qu'au fond, on a vu à la dernière campagne présidentielle que le candidat qui avait la ligne économique, identitaire et politique, sécuritaire, la plus solide, c'était en gros Éric Zemmour,
Eh bien, il fait 7%. Il fait 7%, et on pourrait se dire, oui, mais il fait 7% parce que, voilà, au deuxième tour, les gens ont eu peur de Merluchon, hein, l'islamo-marxiste, qui prennent le contrôle du pays. Et donc, ils ont voté Le Pen. Ils ont voté pour la demi-molle Le Pen. C'est partiellement vrai. Je pense qu'il y a eu un vote utile au deuxième tour, mais pas que. C'est aussi parce que Marine Le Pen, elle a bien mieux compris les Français que Zemmour. Marine Le Pen et son amour des chats, Marine Le Pen et son amour du socialisme, Marine Le Pen et son espèce de populisme électoral démagogique, où on nous dit que finalement, on ne touchera pas au système social, on va virer les immigrés, on va pouvoir tout faire finalement sans que les Français n'aient à faire un peu plus d'efforts. On va pouvoir relancer l'industrialisation de la France, mais il ne faudra pas travailler plus, on va garder les 35 heures et on va redevenir compétitif et pourquoi pas dépasser l'Allemagne au niveau économique. Bon, tout ça, c'est de la démagogie populiste, mais visiblement, les Français sont plus sensibles à cette démagogie populiste, je dirais, crypto-gauchiste de la part de Marine Le Pen qu'à un discours de bosser plus, en fait, qui était le discours un peu de Zemmour, qui était en faveur de la réforme des retraites, qui disait il va falloir bosser plus, il va falloir se sortir voilà, les doigts d'en dessous des fesses. Il va falloir commencer à se bouger et sortir un peu de ce socialisme franco-français qui fait en sorte que le pays va mal. Donc, la question de l'immigration, moi je pense en France, est aggravée, grandement aggravée par deux facteurs. Pour résumer ma pensée, là, je vais arrêter mon long tunnel, je vais laisser les autres parler, les autres intervenants parler. Il y a deux facteurs qui aggravent l'africanisation et l'islamisation de la France. Il y a un, le laxisme judiciaire français. Le laxisme judiciaire français. Moi, je vois des histoires en France, je n'en reviens pas. Les types commettent des actes violents et sont relâchés. On ne voit même pas ça dans le Canada de Justin Trudeau, bon Dieu. Donc, laxisme judiciaire, les juges rouges, et deuxièmement, le socialisme. Le socialisme, l'assistanat, où on ne pousse pas déjà les Français à bosser, mais en plus, on donne des allocs aux immigrés. Mais c'est de la folie, en fait. Donc, les problèmes liés à la marronisation, hein, pour reprendre le terme finalement de l'émission, sont triples. Il y a la question évidemment des politiques migratoires, déjà légales et illégales, c'est déjà deux sujets, hein, parce que à la limite, voilà, les pays d'Europe de l'Est font venir une immigration de travail parce qu'ils sont en déclin démographique, parce que la pyramide des âges, finalement, n'est pas satisfaisante. Ça, c'est déjà un sujet en soi. Ensuite, il y a l'immigration illégale, où là, la France ne fait rien du tout, c'est catastrophique. Et puis ensuite, laxisme judiciaire et socialisme. Donc, face à tout ça, je pense, je le dis clairement, il va falloir un jour que les patriotes français donnent un petit coup de pied dans la ruche. Évidemment, c'est compliqué parce qu'au niveau électoral, si on dit ça, on ne se fait pas élire. Alors, il y a une espèce d'aporie pour la droite nationale en France. Tenir un discours de vérité, ce n'est pas payant. Ce n'est pas payant. Il faut faire du populisme et de la démagogie. Et c'est pour ça que Marine Le Pen a ses chances en 2027. C'est bien parce qu'elle raconte un peu n'importe quoi pour faire plaisir au plus de Français possible qui sont attachés finalement à ce socialisme d'État. Voilà. Donc, je passerai la parole à vous, messieurs. Merci beaucoup Nomos TV, merci beaucoup Alexandre Cormier-Denis pour votre, comment je pourrais dire, pour votre belle réponse. On revient vers vous dans quelques minutes bien évidemment. C'est bien normal que vous parliez entre guillemets plus puisque vous restez là qu'une heure. Maxime, je vous pose cette question à vous parce que c'est une question franco-française qui n'est propre qu'à la France. Il nous apparaît que les Blancs seraient minoritaires en France à partir de 2050. La question que j'aimerais vous poser, c'est déjà, est-ce que vous pensez effectivement qu'on sera minoritaire en 2050? Qu'est-ce que cela impacte d'un point de vue mobilisation potentielle? Et enfin, est-ce que ça ne veut pas dire que c'est le moment d'agir à partir du moment où on est encore relativement majoritaire dans notre pays? Alors, est-ce qu'on sera majoritaire en 2050, minoritaire en 2050? Alors, c'est possible. Après, pour préparer cette émission, j'ai revérifié un peu quelques chiffres. Et donc, je suis allé voir les chiffres de l'INSEE. En 2016, l'INSEE nous apprenait que 30% des nouveau-nés ont au moins un parent né à l'étranger. C'était 22% en 2000, donc on voit clairement une évolution. En 2019-2020, c'était chez les 0 à 4 ans, sur 3 générations, c'était 41%. Donc effectivement, on voit là que clairement, il y a un basculement démographique
Au niveau des naissances, donc on est à 40% d'extra d'immigrés, donc ça fait un chiffre très important. Cependant, c'est quand même à nuancer parce que dans ces 41% chez les 0 à 4 ans, il y a quand même 10% d'Européens. Donc c'est vrai que moi, je m'insurge un petit peu sur sur le fait que des fois, quand on parle de statistiques, des statistiques ethniques, c'est pas vraiment des statistiques ethniques, c'est là, on connaît l'origine. Je m'assure souvent, parce qu'en fait, on parle souvent des immigrés de première génération. Donc c'est soit les étrangers, soit les immigrés de première génération, mais on oublie toujours les deuxième et les troisième générations. Mais en fait, c'est aussi compréhensible parce qu'il y a très peu de chiffres là-dessus. Donc l'INSEE nous avait donné ces chiffres en 2019-2020 concernant donc les personnes vraiment de troisième génération, mais c'est extrêmement, extrêmement rare. Et j'ai encore entendu Marion Maréchal il y a pas longtemps donner des chiffres, elle parlait des immigrés. Et en fait, les chiffres, c'était sur les immigrés de première génération. Mais il ne parle jamais des chiffres sur les deuxième et troisième générations. Pourtant, c'est là où c'est limite le plus gros parce que quand on regarde toute l'immigration qu'on a eue en France, l'immigration de travail qu'on a eue en France après la Seconde Guerre mondiale notamment, qui sont venus, par exemple, travailler dans les mines. Moi, je suis du nord de la France, donc il y a eu beaucoup de Marocains et aussi beaucoup de Polonais. Voilà, ces gens-là, beaucoup sont restés. Surtout que dans les années 70, grâce à Giscard d'Estaing, on a eu des lois, par exemple, sur le regroupement familial sous le gouvernement Jacques Chirac. Donc on voit que même, voilà, même des politiciens soi-disant de droite ont fait, voilà, ont fait tout fait pour qu'il y ait de plus en plus d'immigrants en France. Alors ensuite, tu disais, tu parlais un peu, tu me posais la question sur les impacts potentiels. Bah écoute, on voit très bien avec la France insoumise aujourd'hui, on voit qu'il y a clairement eu un basculement chez Mélenchon. Même encore au début des années 2010, je me rappelle, après le Bataclan, où on l'avait senti vraiment, vraiment attaquer l'islam et les musulmans. Quand on regarde 10 ans plus tard son discours, on voit très bien qu'il a compris que démographiquement, là, il avait vraiment un coup à faire avec cette population immigrée et plus particulièrement les musulmans. Donc voilà, après, je trouve que même les partis dits d'extrême droite, alors Marine Le Pen pour moi est une femme de gauche, mais on va dire que voilà, le ministère de l'Intérieur classe le RN encore à l'extrême droite. Quand on voit les discours de Marine Le Pen, même elle a intégré ce constat, qu'elle ne pourra jamais gagner sans le vote ethnique. Donc, et même chez Reconquête, on voit, Zemmour a toujours été un assimilationniste, et il s'est un petit peu calmé au fur et à mesure des années, mais on n'entendra jamais un politicien en France nous dire que voilà, il faut rémigrer une très grande majorité des halogènes en France. À moins que Thomas Joly, notre cher président, passe à la télé, on n'entendra jamais. Parce que eux, en plus, ils ont un spectre républicain, donc l'assimilation est vraiment dans nos gènes républicains. Je parle de nos gènes, c'est pas les nôtres vraiment, mais donc voilà, c'est vraiment très ancré chez les Français que eh ben, il va bien falloir vivre avec. Mais moi, ce que je regrette aussi, c'est que beaucoup de gens voient tout cela sous un prisme électoral. Mais en fait, pour moi, on a déjà, enfin, c'est déjà plus possible de gagner avec un discours comme le nôtre au Parti de la France. D'ailleurs, je voulais faire une petite aparté cher Alexandre Cormier-Denis. Au Parti de la France, on est vraiment libéraux économiquement. On est très radicaux sur l'immigration, sur le sociétal, et on est aussi également anticommuniste, très fervent anticommuniste. On est vraiment la ligne du Front National de Jean-Marie Le Pen, hein, quand il attaquait frontalement les bolcheviks. On est vraiment sur cette ligne-là. Donc voilà, je regrette un peu qu'on voit des fois voilà, des hommes politiques, ils pensent d'abord à leur réélection, et ils oublient de dire souvent l'essentiel.
Voilà, je pense qu'il faut s'extirper, il faut vraiment que la droite nationale s'extirpe de ce logiciel électoral. Il faut parler comme si on n'avait aucune chance de gagner. Parce que il faut dire la vérité aux Français. Il faut pas leur dire ce qu'ils ont envie d'entendre pour qu'ils votent pour nous. Franchement, j'ai passé ce stade de croire en une victoire électorale. On l'a bien vu, démographiquement, c'est pas possible. On pourra jamais. Marine Le Pen, pour moi, ne peut pas gagner. Déjà parce que, effectivement, le peuple attend des discours socialistes, voire communistes en économie. Mais c'est qui comme peuple, en fait? C'est effectivement la base, toute la partie populaire des Français qui travaillent à l'usine, qui sont petits fonctionnaires ou qui ne travaillent pas du tout. Mais on ne peut pas gagner une élection avec un discours socialiste en France, je pense vraiment, hein. Même si les Français sont très socialistes, il faut quand même, faut quand même voir qu'il y a quand même énormément d'indépendants en France, de petits patrons qui, eux, sont totalement submergés de taxes. Et quand ils entendent Marine Le Pen, ils se disent, mais en fait, elle est encore plus étatiste et du coup, les impôts, ils vont augmenter. Voilà, je pense vraiment que c'est vraiment pas la bonne stratégie. Il faut plutôt être neutre. Alors, pas non plus être un. Nous, au Parti de la France, on est des libéraux conservateurs, hein. Donc, voilà, on estime qu'il peut aussi y avoir des protections économiques nécessaires. Mais du coup, et je pense que c'est ce juste milieu qui est nécessaire. Parce que si on a vraiment un libéral classique pure souche, ça ne passerait pas non plus, parce que ça ferait évidemment beaucoup plus peur. Donc voilà, pour moi, je pense qu'il faut arrêter de penser à l'élection. Il faut dire la vérité aux Français. Voilà, pour moi, je suis attaché au vrai. Il faut d'abord dire la vérité. Et en plus, c'est que comme ça qu'on pourra recréer entre guillemets une nouvelle aristocratie en France. C'est par les élites pour moi, c'est par les élites qu'on retrouvera le pouvoir, pas par la base, pas par le peuple qui devra voter à 50% pour nous. Je pense que si on arrive à convertir, entre guillemets, les élites du pays, que cette immigration de masse est totalement pas bénéfique pour nous, que le socialisme est vraiment une plaie, euh, vraiment une énorme plaie en France, je pense qu'il y a peut-être pas forcément besoin des élections pour arriver à notre fin. Merci Maxime pour votre intervention. Je reviens vers vous, Alexandre Cormier-Denis. Alors, ce sera deux questions en une parce que j'ai envie de vous entendre sur les deux sujets. Et tout d'abord, en guise d'introduction, j'aimerais quand même préciser quelque chose, c'est que le Canada, ce n'est pas la France, ça me paraît assez évident de le dire, mais en France, on parle beaucoup de la ventilation des migrants, c'est-à-dire que pour tous ceux qui vivent en France, c'est-à-dire la majorité d'entre vous, vous savez très bien que si je vous parle du nord-est de la France, bon, il y a beaucoup plus d'immigration afro-maghrébine que dans le sud-ouest, c'est cohérent. Et bah, le Canada, vous allez me dire, c'est le deuxième pays le plus grand en termes de superficie. Peut-être que niveau densité, ils s'en sortent mieux et donc ils ne sont pas côtoyés à l'immigration. Mais sachez que ce serait un mauvais raisonnement. Je laisserai bien évidemment Cormier Denis développer là-dessus. Parce que c'est un mauvais raisonnement, tout simplement parce que la population n'est pas du tout, comment je pourrais dire, répartie équitablement. 50% de la population du Canada vit dans la même région. Ça me paraissait quand même important de le préciser. Et donc, Alexandre Cormier-Denis, ma question sera la suivante. Est-ce que vous aussi, on vous parle de ventilation des migrants, c'est-à-dire qu'il y a des quartiers qui seraient trop blancs, des régions qui seraient trop blanches, et donc il faudrait combler cette blanchitude, cette blancheur par de la délinquance, hein, je ne sais pas comment le dire autrement. Et la seconde question, est-ce que vous avez également ce tabou chez vous, parce que je sais très bien qu'il y a des statistiques ethniques et religieuses au Canada et au Québec, il y en a, parce qu'en France, on ne peut absolument pas en parler, vous l'avez dit tout à l'heure, et c'est un gros tabou qui n'ose jamais être abordé, ce qui fait que dès que l'on parle de l'immigration, on nous dit, eh ben, acceptez du coup les Congolais parce qu'ils sont chrétiens, accepter les Maghrébins qui ne sont pas musulmans, etc., etc. Est-ce que vous, dans le débat politique, vous osez parler de la question raciale? Quand je dis vous, je parle évidemment de la population générale, hein, je ne parle pas de vous en tant que personne.
Réponse courte à la première question sur la ventilation. On appelle ça plutôt la régionalisation de l'immigration. Alors oui, on en parle. Je dirais que ça fait 40 ans qu'on en parle et ça ne se produit pas, particulièrement au Québec. C'est-à-dire qu'au fond, les immigrés sont concentrés principalement à Montréal. Alors, il commence à y avoir des poches africaines, maghrébines, chinoises, etc., un peu à l'extérieur de la couronne montréalaise. Mais c'est assez limité parce que finalement, les gens sont concentrés dans la grande métropole. Je rappelle que Montréal représente à peu près 50%, la grande région montréalaise représente à peu près 50% du Québec. Toronto, c'est à peu près la même chose pour l'Ontario. Donc, en fait, il y a une concentration très, très grande des immigrés proches à l'intérieur des grands centres urbains. Donc, oui, il y a cette volonté de régionaliser l'immigration, mais en fait, ça ne se produit pas, puisque finalement, les immigrés, ils ne veulent pas aller au Saguenay-Lac-Saint-Jean, en Abitibi, en Gaspésie, à Trois-Rivières, etc. Ils s'installent en général là où il y a des communautés ethniques déjà préexistantes. Donc, l'implantation d'une nouvelle communauté ailleurs est beaucoup plus compliquée pour eux. Donc, ça sauve un peu les régions du Québec, parce que les régions du Québec demeurent relativement assez homogènes. Alors, vu la quantité qu'on se prend, évidemment, il y a une régionalisation qui se fait à Québec, par exemple la ville de Québec, ou à Trois-Rivières, ou à Sherbrooke, les autres grandes villes du Québec, mais ça n'a rien à voir avec ce qui se passe à Montréal. C'est-à-dire que Montréal concentre véritablement, et comment je dirais, et Laval, qui est sa banlieue nord, et Longueuil, sa banlieue sud, concentre principalement les extra-européens, l'immigration qui vient d'arriver, et même, je dirais, les premières, deuxième, troisième générations qui sont déjà là. Donc, en fait, oui, on parle sans arrêt de la régionalisation, mais comme on est d'un pays un peu, disons-le, un peu libéral, oui, à part mettre des passeports internes pour forcer les gens à aller en région, ça ne se fait pas vraiment. C'est-à-dire que naturellement, de façon, comment je dirais, symbiotique en quelque sorte, les gens s'agrègent aux communautés ethniques déjà existantes de leur propre nationalité. Ensuite, sur votre question, la question raciale, la question ethnique, est-ce qu'on en parle dans l'espace public? Je peux vous donner l'exemple de ce qui m'est arrivé en septembre. En septembre dernier, il se tenait une consultation générale, une consultation publique sur l'immigration par le gouvernement du Québec sur la planification de l'immigration pour la période 2024-2027, et quiconque peut rédiger un mémoire à soumettre à l'Assemblée nationale du Québec. Donc, on peut soumettre, donc le patronat a soumis un mémoire, les organisations de défense des migrants ont soumis des mémoires, les citoyens aussi pouvaient soumettre un mémoire. Et j'ai soumis, évidemment, un mémoire à la commission générale de consultation, la commission, en fait, de relations avec les citoyens, qui tenait des audiences publiques. Donc, j'ai été convoqué à l'Assemblée nationale du Québec pour présenter mon mémoire. Mémoire qui fait 38 pages, qui est accessible en ligne. Alors, si jamais ça vous intéresse, sur Twitter, l'ex-Twitter, que j'ai diffusé. Et pendant un mois, j'ai été convoqué pour finalement apparaître à cette commission. Pendant un mois, pas de problème. J'ai même reçu des courriels de confirmation de la part de l'Assemblée nationale. Et 48 heures avant le début de la consultation, un journal d'extrême gauche, évidemment d'Antifa, les communistes mentaux, les bolcheviks, a sorti le chat du sac en disant cet homme, cet ethno-nationaliste sera à la commission. Et le lendemain matin, c'est-à-dire la veille de la date de ma présentation prévue, l'ensemble des médias québécois ont parlé de ma présence dans des termes évidemment diffamatoires pour faire en sorte que je ne sois pas invité. Et évidemment, une des choses qui choquait beaucoup, c'était la question civilisationnelle, c'est-à-dire le fait que je défendais la supériorité civilisationnelle de l'Occident blanc et chrétien. Ça a choqué évidemment les commentateurs gauchistes. Et donc, c'est sous ce prétexte-là qu'on m'a refusé, finalement, on m'a désinvité de l'Assemblée nationale. Ce qui d'ailleurs, je pense, c'est une première en démocratie québécoise. C'est la première fois qu'un homme est convoqué à une consultation générale et il est révoqué. Je rappelle qu'il y a des islamistes qui ont déjà été reçus en commission parlementaire au Québec sur les projets de loi sur, par exemple, la laïcité
ou les projets de loi contre la haine. Il y a des fondamentalistes chrétiens, évangéliques, qui ont été accueillis, bien sûr, sur les projets de loi, peu importe sur l'avortement, le mariage homosexuel, etc. Donc, en fait, mon cas est assez particulier et ça démontre un peu toute l'hystérie qu'il y a par rapport à cette question-là. Donc, je prends mon exemple pour un peu répondre à votre question. Est-ce qu'on peut parler de ça? Ben, oui, plus qu'en France. C'est-à-dire qu'il y a quand même eu des gens qui ont défendu le fait que j'apparaisse à l'Assemblée nationale en disant, bon, ben, son mémoire est quand même acceptable. Il parle de la majorité canadienne-française, hein, c'est-à-dire la majorité des habitants qui sont finalement les descendants des colons français arrivés au 18e siècle au Québec et qui formaient la vaste majorité de la population, ce n'est pas l'intégralité de la population à partir de la conquête britannique de 1759. Donc, les descendants de ces colons français doivent demeurer majoritaires au Québec. Hein. C'était le fond de ma pensée et de ma réflexion sur ce mémoire, en développant des moyens d'y parvenir, moyens de parvenir à la sortie de cette spirale immigrationniste dans laquelle s'est enfoncé le Québec et plus généralement le Canada. Donc, il y a quand même eu des gens pour dire, OK, mais en fait, il défend l'héritage national canadien-français. Ce n'est pas un discours haineux, ce n'est pas un discours répréhensible par la loi. Je rappelle que le Canada, ce n'est pas les États-Unis, hein, la liberté d'expression sur les appels à la haine. Alors, ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas la France non plus. On a plus de liberté d'expression qu'en France. Mais ce qui est paradoxal, comparativement à la France, c'est que la loi nous permet de dire plus de choses, mais l'espace médiatique est beaucoup plus bloqué. C'est-à-dire que chez vous, un type comme Zemmour qui a été condamné par la loi pour propos haineux ou discours haineux peut encore apparaître dans les médias. Chez nous, sans être condamné, on n'apparaît pas dans les médias. C'est-à-dire que le champ médiatique est plus réduit, même si la loi est moins répressive. On va dire ça comme ça sur la liberté d'expression. Donc, est-ce qu'on parle de ça? Ben, honnêtement, de moins en moins. C'est-à-dire, je pense qu'en fait, ce qui se passe au Québec, c'est qu'on prend des épithètes, on essaie de contourner le sujet. On parle de langue française. La question de la francophonie, évidemment, vous comprenez, en contexte linguistique minoritaire. Pour les Français, ça ne veut rien dire, la langue française. Ce n'est pas un enjeu particulièrement identitaire à la mesure où la France est un pays souverain. Vous avez des temples, des pays souverains. Vous êtes dans l'Union européenne, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que personne ne conteste l'idée que la France existe, à part peut-être Macron qui nous dit qu'il n'y a pas vraiment de culture française. Mais là, il est dans son délire post-national. À l'international, personne ne remet en question l'idée qu'il y a un pays qui s'appelle France, avec des temples en marbre à la gloire de Napoléon. Il faut comprendre que notre condition nationale, nous, au Québec, c'est quand même d'être une minorité nationale à l'intérieur d'une fédération majoritairement anglophone, à côté des États-Unis, 350 millions d'Américains, et donc nous sommes un nain culturel dans cette Amérique du Nord. On n'est pas entouré d'Espagnols. De l'autre côté de la Manche, il n'y a pas les Britanniques, et puis il y a les Italiens à côté de nous, et puis les Allemands, et puis les Hollandais. Non, il n'y a que des... Donc, évidemment, il n'y a que des Anglo-Saxons autour d'eux. Donc, évidemment, ils sont de moins en moins anglo-saxons, d'ailleurs. Oui, c'est ça la réalité. Ils sont de plus en plus latino-américains au sud. Et pour ce qui est du Canada anglais, c'est de plus en plus le Pakistan, la Chine, les Sikhs, les Sikhs d'Inde, etc. Donc, voilà, le Canada se désoccidentalise aussi en raison du changement démographique. Mais pour nous, l'inquiétude linguistique cache souvent l'inquiétude identitaire. Quand on entend les gens parler en disant « Ah, à Montréal, quand même, le français recule », ça veut dire qu'il y a un changement de peuple, en gros. C'est un peu notre manière d'exprimer ça. Les questions qui sont arrivées depuis, je dirais, une quinzaine d'années sur la laïcité, je rappelle, le Canada est multiculturaliste. Hein, donc, nous, quand on veut une laïcité, en disant aux immigrés, en disant les juges ne doivent pas pouvoir porter de kippa ni de hijab, ça affronte directement le logiciel multiculturaliste de l'État canadien. Donc, actuellement, le Québec est devant les tribunaux face aux lobbies juifs et musulmans et sikhs et du Canada anglais. Hein, nous, on a tout contre nous pour faire démonter les lois sur la neutralité religieuse de l'État québécois. Parce qu'en fait, il y a une concordance de toutes les ethnies qui veulent préserver leurs petits privilèges ethno-religieux. Donc, on affronte également la doctrine multiculturaliste du Canada sur ce domaine-là. Donc, quand on parle de laïcité, quand on parle de langue française, chez nous, c'est un peu une façon politiquement correcte de parler du remplacement de population. Alors, évidemment,
tout ça se fait un peu sous couvert de faux universalisme. Et moi, si j'ai fondé Nomos TV, si je mène le combat culturel actuel sur la question de l'identité, c'est justement pour briser ces tabous en disant non, mais écoutez, on peut parler de périphrase, on peut essayer d'éviter la question. Il faut quand même parler du vrai sujet. C'est-à-dire que la francophonie, mais c'est très bien, mais enfin, je rappelle que les djihadistes du Bataclan ou de Charlie Hebdo en France, la France pour moi est un contre-exemple à présenter aux Québécois pour dire que cette immigration afro-islamique ne fonctionne pas. La France, superpuissance culturelle, n'arrive même pas à assimiler ces populations. Comment voulez-vous que le nain culturel qu'est le Québec arrive à le faire? Et on voit très bien qu'il y a un choc des civilisations ici sur cette question-là. Ça semble évident. Transformer les sectateurs de Mahomet en lecteurs hilars de Charlie Hebdo est un projet de société qui est voué au désastre. C'est ce désastre auquel font face les Français. Donc, il faut sortir de cette logique où on réduit la question de la sélection de l'immigration simplement à la francophonie et où on pense que la laïcité va nous protéger des attentats djihadistes ou de l'islam politique. Donc, ce que je dis, et c'est ce que je disais notamment dans mon mémoire, il faut mettre en place des critères, un critère de compatibilité civilisationnelle. Quand je sélectionne l'immigration, si on a besoin d'immigration, il faut prendre des gens qui sont culturellement, ethniquement, religieusement compatibles. Ça veut dire en gros l'Europe de l'Ouest, principalement. Et si on peut préciser l'Europe de l'Ouest francophone dans le cas du Québec. Si ce n'est pas le cas, on va un peu plus loin. Et on peut même aller chercher des Américains, pourquoi pas? Vous voyez? Si c'est le cas, je veux dire, si on a besoin d'immigration, il faut. Et alors évidemment, tous les peuples à haut quotient intellectuel, intelligents, civilisés, font de moins en moins d'enfants et sont en dessous du seuil de renouvellement. Donc, quand on va chercher de l'immigration, ben, c'est sûr, à part les Français qu'on peut aller chercher, parce que la France est dans une situation catastrophique au niveau économique, sécuritaire et identitaire, on peut dire ça comme ça. Forcément, hein, les Suisses francophones, ils ne veulent pas vraiment bouger. Donc, en fait, le bassin de population qu'on peut aller chercher est relativement limité. Et c'est tout le problème, en fait. Je pense que s'il y a vraiment pénurie de main-d'œuvre dans certains domaines, il faut le plus possible donner des visas de travail temporaires et aller chercher une immigration qui est la moins problématique possible. C'est-à-dire, s'il y a vraiment un besoin de main-d'œuvre, comme on le voit par exemple en Hongrie ou en Pologne, où les gouvernements nationalistes de droite de ces pays-là font appel à une main-d'œuvre étrangère, on prend les peuples qui posent le moins de problèmes et on ne les assimile pas et on ne leur donne pas la citoyenneté. On les fait venir, on les fait travailler 1 an, 6 mois, on les renvoie chez eux, on renouvelle le permis s'il faut et ne jamais leur accorder la nationalité. Donc, moi, je pense que c'est à travers cette solution de l'immigration temporaire qu'on pourra peut-être s'en sortir dans des sociétés vieillissantes avant qu'une révolution technologique sur l'automatisation et la robotisation puisse permettre de se débarrasser de ce système immigrationniste dans lequel s'est enfoncé la plupart des pays occidentaux. Et en France, ça va tellement loin qu'en fait, toute une partie de votre économie roule sur l'immigration illégale. C'est-à-dire qu'au fond, il y a des tas de métiers où finalement, les entrepreneurs ont eu cette main-d'œuvre bon marché qui fait que finalement, les types qui sont illégaux sont plus rentables que les types légaux, puisque les types légaux, dès qu'ils se mettent à avoir leurs papiers, se mettent sur les allocations et arrêtent de bosser. Donc, c'est pour vous dire que cette combinaison de frontières ouvertes, socialisme, entraîne des situations, je pense, vraiment dramatiques pour la France. Après, il faut être très honnête, la question raciale, la question ethnique, elle est difficilement abordable partout. Donald Trump ne peut pas refuser de se faire soutenir par des groupes afro-américains. Les groupes Blacks for Trump vont être bien sûr mis de l'avant par la campagne présidentielle américaine, par une sorte de pragmatisme électoral. C'est la même chose au Royaume-Uni. C'est la même chose un peu partout où il y a une sorte de diversité qui est venue de l'immigration ou, évidemment, dans le cas des États-Unis, des Afro-Américains, ça fait partie de l'histoire plus ancienne, celle, évidemment, de la traite atlantique. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, dans le monde post-hitlérien dans lequel nous vivons, évidemment, c'est très difficile pour un politicien de se réclamer de la question ethnique ou de la question raciale. Donc, je pense que, évidemment, les politiciens font une sorte de
contournement, en quelque sorte, de ces enjeux-là pour ne pas dire ce qui, d'ailleurs, dans certains pays, est punissable par la loi. Donc, en fait, d'un point de vue électoral, on comprend pourquoi c'est pas fait, cette question d'affronter directement la question ethnique. Franchement, je le dis, moi, je ne suis pas là pour me présenter aux élections. Je suis, comment je dirais, j'appartiens à la sphère de la métapolitique. Hein, c'est le combat culturel qui m'anime. D'un certain point de vue, vous direz si je me trompe, je pense que c'est un peu aussi le projet du Parti de la France, c'est-à-dire radicaliser le discours public, médiatique sur les thèmes de la droite nationale. Mais est-ce qu'il y a vraiment des ambitions réelles présidentielle pour le Parti de la France, je ne sais pas. Je pense que, et votre émission en témoigne, l'objectif de ce genre de programmation, c'est pas d'emporter des conquêtes vraiment électorales. Hein, on ne fait pas une émission tous marrons en mettant des blackface à tout le monde en pensant prendre l'Élysée. On fait ça pour radicaliser le champ politique et finalement amener un débat d'idées sur des enjeux qui ne sont pas traités évidemment par les autres médias dissidents. Donc, le travail qu'on fait actuellement ce soir, évidemment, c'est un travail à des militants qui sont la plupart du temps assez convaincus, mais c'est aussi un travail, comment je dirais, de combat culturel pour changer le cœur et les esprits. Mais la victoire, je reviens un peu sur ce que disait M. Leroy il y a quelques minutes, la question de la victoire. Il ne croit pas à la victoire politique en pensant que les élites peuvent changer de bord, finalement, en démontrant aux élites que l'immigration est un problème, que le socialisme et l'immigration est un problème. Tout ça se fait par le combat culturel. Et à partir du moment où on a gagné la victoire culturelle, à partir du moment où même les gauchistes, comme au Danemark, se mettent à refuser l'immigration, on aura fait des gains. On aura fait des gains, comment je dirais, dans le combat général pour sauver nos patries respectives, ne serait-ce que d'un point de vue culturel, ethnique, etc. Donc, culturel et oui, et au niveau national, au niveau de la démographie. La question de la démographie me semble principale. Je pense que c'est le principal combat qui doit être mené actuellement par la droite nationale. Cela ne pourra se faire. Toute victoire électorale doit être précédée d'une victoire culturelle. Et c'est pour ça qu'il faut investir les nouvelles technologies, comme le fait le Parti de la France, les nouvelles technologies, Internet, Twitter, etc., pour changer le discours ambiant gauchiste. Et moi, je pense que l'actualité internationale tend à nous donner raison, hein, c'est-à-dire qu'on répète sans arrêt que cette société multiraciale est un enfer, qu'elle va créer des divisions, qu'elle va créer des conflits. C'est exactement ce qu'on voit avec l'actuel conflit israélo-arabe, où on a des populations qui s'antagonisent l'une les autres parce qu'il n'y a pas d'homogénéité ethnique, culturelle, linguistique, religieuse dans les pays occidentaux. Les pays occidentaux ont oublié la vertu de l'homogénéité et ils en paient aujourd'hui le prix. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire culturellement. Même si on ne se présente pas aux élections, même si on n'a aucune chance de gagner, notre devoir de militant, je pense, hein, c'est mon avis, nationaliste, c'est justement de remporter des victoires culturelles en appuyant, comment je dirais, là où ça fait mal pour le système immigrationniste. Est-ce qu'un jour, il y aura un parti patriote qui va prendre le pouvoir et changer la donne, ou est-ce que ce sont les élites qui se convertiront à nos idées? Ça, je n'en sais rien. Mais en tout cas, il me paraît évident que le combat à mener de façon prioritaire, en tout cas pour moi, et dans le cas du Québec, ça me semble évident. Dans le cas de la France, je vous laisserai vous-même répondre à la question. Mais il me paraît évident que c'est véritablement le combat pour les cœurs et les esprits qui doit être mené par la droite nationale. Merci beaucoup Alexandre Cormier-Denis. Je suis bien personnellement d'accord avec vous. On aura l'occasion évidemment, surtout Maxime et moi tous les deux, parce que vous allez bientôt partir. Est-ce que vous aurez quand même 5 minutes, s'il vous plaît, à nous accorder pour développer la question de la robotisation? Vous avez parlé tout à l'heure de l'importance de robotiser. Qu'est-ce que vous répondriez à quelqu'un qui vous dirait, par exemple, par 2 arguments, là, moi je suis pour la robotisation, hein, j'ai fait une émission sur ce sujet. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui vous dit par exemple que la robotisation de 1 supprimerait des emplois et de 2 pourrait être un frein encore plus violent à la natalité, comme on peut le voir au Japon par exemple?
Ce sont de très bonnes questions. Alors, premièrement, des emplois, il y en a trop. On a une pénurie de main-d'œuvre, donc il faut en sacrifier. Là, je veux être extrêmement clair. Moi, justement, je ne veux pas vos votes. Je ne veux pas le vote des masses de prolétaires français. Il va falloir sacrifier des industries. Moins de restos, moins de momos. Plus de robots. Plus de robots dans quoi? Dans des industries à haute valeur technologique, à haute intensité capitalistique. Le tourisme, l'hébergement, la restauration, basse intensité capitalistique, c'est-à-dire vous avez beaucoup de bras pour créer peu de richesse. Qu'est-ce que ça fait? Ben, vous avez besoin des foutus Pakistanais dans vos cuisines. Toutes les cuisines françaises sont remplies de Pakistanais. C'est ça la réalité. Donc, pour mettre fin à ce système immigrationniste, il va falloir sacrifier et, rediriger, requalifier une partie de la population de souche pour qu'elle ait des emplois à haute valeur capitalistique. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est créer de la richesse. Moi, je ne suis pas un décroissantiste. Loin de là. Il faut créer de la richesse avec les nouvelles technologies. Donc, plus de robots, moins de momos. Et il va falloir, oui, opérer des sacrifices stratégiques, c'est-à-dire ne pas sans arrêt subventionner des secteurs qui sont condamnés, comme la restauration, etc. Il va falloir laisser ça mourir. Et c'est pas joyeux à dire, là. Mais moi, j'ai écouté les auditions, par exemple, publiques sur la consultation de l'immigration au Québec. Je peux vous garantir que les gens qui étaient les plus immigrationnistes, c'était même pas les gens du grand patronat, c'était même pas les organisations gauchistes, c'était même pas les organisations juives ou musulmanes. Vous savez, c'était qui les gens qui voulaient le plus d'immigrer? Les petits patrons. Les petits patrons de restaurants, ils voulaient de l'immigration. Ils en voulaient comme c'est pas possible parce que pour que leur business réussisse à fonctionner, ils ont besoin de bras qu'il n'y a plus à cause de la démographie. Donc, en fait, si on veut refuser la submersion migratoire, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir dire aux gens que leur petite PME va faire faillite et qu'il va falloir, il va falloir faire quoi? Il va falloir faire une requalification. Donc, ce n'est pas un discours qui est porteur électoral. La réalité, c'est que pour arrêter la submersion migratoire, il faut dire des vérités au peuple, aux masses qui ne veulent pas entendre. Les gens veulent moins d'immigrer, mais ne veulent pas que leur qualité de vie soit impactée. Les gens veulent la retraite à 55 ans, 60 ans, je ne sais pas trop quoi, ne veulent pas travailler plus, mais ils ne veulent pas plus d'immigrés. Bon, ben alors, il va falloir faire des choix. Donc, soit on est comme... Et d'ailleurs, ça fait le pont avec votre question sur le Japon. Ce n'est pas la robotisation qui empêche les Japonais de faire des enfants. C'est le boulot. C'est-à-dire que quand vous travaillez 70 heures semaine, vous n'avez pas... Et quand l'homme et la femme travaillent 70 heures semaine, que la retraite est très, très tardive, ben vous n'avez pas le temps de faire des enfants. C'est l'hyperculture de la performance au travail qui fait en sorte que les valeurs familiales explosent. Et c'est exactement le cas aussi en Corée du Sud. Donc, il faut mélanger... parce que le Japon n'a pas réussi, a réussi évidemment à se préserver de l'immigration massive par la robotisation, mais n'a pas réussi à relancer la natalité. Et le monde occidental doit résoudre cette équation. C'est-à-dire qu'on doit à la fois ne pas dépendre de l'immigration pour le travail et à la fois relancer notre natalité par des mesures ciblées. On peut penser évidemment non pas à des allocations familiales, mais bien à des mesures fiscales qui visent les classes moyennes. Il n'y a pas de formule magique. La Pologne a essayé, ça ne fonctionne pas vraiment. La Hongrie a essayé avec des résultats sympathiques, mais pas non plus mirobolants. Donc, il y a une combinaison de petits cocktails comme ça, de petites mesures qu'on peut faire qui peuvent sans doute aider à relancer la natalité, tout ça en se combinant avec une restructuration de l'économie et une robotisation massive. Le problème, évidemment, c'est que pour opérer une robotisation massive et une automatisation de nos sociétés, ça prend du pognon. Parce qu'il faut finalement soit faire de la recherche et développement, soit acheter des technologies qui sont développées ailleurs. Et il faut accompagner nos entreprises. Il faut mettre en place des programmes d'accompagnement des entreprises parce que les patrons, ils ne savent pas comment faire. Donc, vous voyez, ça demande un investissement public. Donc, il faut investir aux bons endroits. Il faut sortir de l'assistanat et avoir une vision un peu plus cohérente de ce qu'on veut pour nos pays. Donc,
à vos questions, je répondrais oui, robotisation, oui, perte d'emploi dans certains secteurs, pour mieux réallouer les emplois dans des secteurs à plus haute intensité capitalistique. Et deuxièmement, remettre en place, c'est pas la robotisation qui empêche la natalité, c'est l'absence de, comment je dirais, de mentalité nataliste et le culte du travail. Et oui, le culte du travail qui est trop poussé au Japon et en Corée du Sud. Les classes moyennes ne font pas d'enfants parce qu'ils bossent trop, hommes et femmes. Et ils ne sont et qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait en sorte qu'ils n'ont juste pas le temps de faire des enfants. Donc, en fait, cette complexité de pousser les populations occidentales modernes à relancer la natalité, à refuser finalement l'immigration de remplacement, qui est la solution de facilité pour la croissance économique, et à mener vers la robotisation, c'est ce à quoi on doit s'atteler pour les prochaines années. Et je pense que ce sera la clé pour sauver nos pays de la marronisation totale. Et franchement, je vous dis, tout ça est possible. Avec les révolutions technologiques que l'on voit actuellement, l'intelligence artificielle, il est possible d'arriver à combiner ces choses-là. Ça ne sera pas facile, ça va prendre de la volonté, ça va prendre une petite révolution culturelle, mais ce n'est pas impossible. Voilà. Merci beaucoup, Alexandre Cormier-Denis. Bah, effectivement, ce que vous dites d'ailleurs me fait penser à certaines grandes innovations qu'il y a eu comme l'imprimerie. Par exemple, l'invention de l'imprimerie a permis de courants de pensée qui se sont développés qui n'auraient jamais pu exister sans cela. Internet également. Hein, le Front National est le premier parti de France à avoir créé un site Internet. Et nous utilisons quelques petits outils aussi au Parti de la France. Alexandre Cormier-Denis, cela fait 1 heure, je vous retiens pas plus. Je vous remercie beaucoup pour votre participation qui était très très bonne. Merci beaucoup. Je m'excuse d'ailleurs pour les petits problèmes de communication interne que j'ai pu faire et je suis très content de vous avoir reçu ce soir. J'espère que la collaboration s'est bien passée de votre côté aussi. Et moi, je vous dis... Allez-y, Alexis. Allez-y, Alexandre. Ben non, mais tout simplement vous remercier de l'invitation. Merci à tous d'avoir été là en direct avec nous. Je vous salue. Merci à Maxime Leroy, merci à Alexandre, merci au Parti de la France pour l'invitation. Écoutez, nous allons gagner, messieurs. Nous allons gagner la race française d'Europe, la race française d'Amérique. Nous sommes unis avec à peu près les mêmes problématiques, les mêmes causes, les mêmes effets, avec évidemment des situations nationales un peu différentes. Mais voilà, et je dirais même plus largement, le monde occidental aussi est face aux mêmes problèmes. Et je vous dis, il y a de l'espoir. Il ne faut pas déprimer. Il est possible de renverser la tendance, mais ça demandera, oui, de l'effort, du temps et, comment je dirais, comme on dit chez nous, du jus de bras, c'est-à-dire de la sueur, du sang et de la sueur. Donc, merci à tous. Bonne soirée à vous. Et je vous souhaite une très belle suite d'émissions sans moi. Merci. Merci beaucoup, Alexandre Cormier et Denis. Et bien évidemment, bon courage pour vos futures émissions et à la prochaine. Maxime Leroy, je reviens vers vous. Maintenant, nous sommes que tous les deux. Et j'aurais aimé savoir. Alexandre Cormier-Denis a lancé des pistes, a lancé, j'ai envie de dire, un message d'espoir. Vous avez dit tout à l'heure, vous avez fait part de votre défaitisme. Mais il n'y a pas que du défaitisme en vous. Électoral, naturellement, électoral. Est-ce qu'il y aurait quand même des petits motifs d'espoir qui existeraient en vous? Tout à fait. Oui, je parlais surtout tout à l'heure d'électoral. Parce qu'effectivement, il y a des choses qui peuvent nous faire penser qu'il y aura des avenirs meilleurs. Moi, je pense vraiment de plus en plus que tout ce flot d'immigrés va en fait créer une grande déstabilisation du système et que nos politiciens centristes de gauche vont devoir avoir une prise de conscience, un peu comme ce qui s'est fait au Danemark, où les sociodémocrates de gauche ont commencé à mener des politiques contre l'immigration, quand bien même le Danemark a beaucoup moins d'immigration que la France, hein, mais ça a quand même suffi à créer vraiment une déstabilisation du système. Ouais, voilà. En plus, on a un problème de natalité en France, un gros problème de natalité. On a environ 1,7 en France, 1,76 si je me rappelle bien. Donc il va clairement y avoir un problème d'actifs en France,
notamment pour financer le système social, hein. Les Français, ils sont bien gentils avec les retraites à 60 ans, mais il faut bien des actifs pour payer ce système de retraite qui est par répartition et non par capitalisation. Donc voilà, je pense qu'il y aura vraiment des turbulences dans le système et je pense aussi à l'éducation nationale où il y a de moins en moins de personnes qui ont envie de devenir professeurs. Je pense aussi notamment à la police, hein. Ça sera de plus en plus compliqué pour la police de devoir subir quotidiennement les atrocités commises par nos chères chances pour la France. Je pense que voilà, au bout d'un moment, il y aura une prise de pouvoir, une prise de conscience du pouvoir. Les fonctionnaires eux-mêmes, hein, je pense voilà, ils vont clairement faire comprendre leur ras-le-bol. Et peut-être que voilà, le salut politique ne deviendra peut-être pas de la droite nationale, mais peut-être peut-être du centre. Après, je suis très d'accord avec Alexandre Cormier-Denis sur le côté fiscal. Moi, je pense que oui, il faut clairement un choc fiscal. Et ce choc fiscal, j'ai expliqué qu'il sera nécessaire parce qu'il n'y aura pas assez d'actifs pour financer le système. Et quand il y aura un choc fiscal, je pense qu'il y aura aussi beaucoup de Français d'étrangers qui reviendront en France. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, enfin, il y a 1,7 million de Français qui vivent à l'étranger, ce qui est énorme, hein, ce qui est vraiment énorme. Je crois qu'à Londres, ils sont 200 000. Euh, à Hong Kong et au Singapour, ils sont vraiment aussi énormes, énormément. Ces gens-là, pourquoi est-ce qu'ils sont partis en France? Ils sont partis en France parce qu'ils étaient taxés à 80%, 80-85% même, je pense, pour certains. Je suis même moi-même taxé environ à 80%, donc j'imagine que ces gens-là sont encore plus taxés. Ces gens, ils aiment la France. Ils sont pas partis parce qu'ils n'aimaient pas la France. Ils sont partis parce qu'ils en avaient marre de payer des impôts. Donc voilà, je pense que il va y avoir des pénuries de postes en France. Parce que les gens, voilà, ils en ont marre, quoi. Il y en a qui ne veulent même plus travailler parce que ils préfèrent rester chez eux à toucher des aides sociales. Au bout d'un moment, ça va péter, hein, ça ne sera plus possible. Alexandre Comédoni parlait aussi de la robotisation et moi je parlais aussi d'intelligence artificielle. Je suis ingénieur en informatique et en ce moment, il y a quand même des grandes avancées en intelligence artificielle. Alors pour moi, actuellement, là, aujourd'hui, c'est absolument pas, c'est pas mis au point suffisamment pour vraiment apporter vraiment des grandes plus-values, mais il y a vraiment Microsoft qui sont en train de mettre le paquet sur l'intelligence artificielle là. Je crois qu'ils ont quasiment triplé leur budget à ce niveau-là, rien que pour l'année 2023 et 2024. La robotique dans l'industrie va amener clairement des suppressions de postes, des suppressions de métiers à faible valeur ajoutée. Et qui travaille dans des métiers à faible valeur ajoutée? Il n'y a pas que les Français un peu bofs, il y a aussi une majorité d'halogènes, donc tous ces étrangers qui viennent en France, qui n'ont pas un QI très très élevé, ces gens-là, avec la nécessaire robotisation et utilisation de l'intelligence artificielle, ils vont en fait se retrouver sans travail. Et du coup, ce sera un poids d'autant plus pour l'État qui aura encore moins d'actifs pour payer tous ces halogènes. Donc, je pense que vraiment, il y aura. Soit ils repartiront d'eux-mêmes parce que ils seront trop pauvres pour vivre en France, ou soit possiblement on les y invitera. Après, pour un autre motif d'espoir, moi, comme vous savez, je suis catholique et je vois vraiment de plus en plus de jeunes s'intéresser au catholicisme, notamment à la tradition, donc au courant plus conservateur. Je suis moi-même un converti et je vois énormément de conversions. J'ai d'ailleurs beaucoup d'amis qui sont convertis. Et eh bien, les familles catholiques traditionnalistes, ils font beaucoup d'enfants. Euh, En moyenne, je dirais que une famille catho-tradi a 4-5 enfants très facilement. Donc, un motif d'espoir à ce niveau-là aussi, si vraiment l'État de la France touche des gens de droite sincères et athées,
et qu'en fait, il se tourne naturellement vers les racines de la France, qui sont le christianisme. Comme moi, ça m'est arrivé en fait. Typiquement, c'est par le biais politique, historique, que je suis arrivé au catholicisme. Et après, je me suis rendu compte que l'enseignement de l'Église était la vérité et que c'était en fait des réponses à toutes les questions que je me posais. Voilà, ça peut être vraiment un grand motif d'espoir. Ce sera pas une conversion généralisée du peuple français, ça c'est sûr, mais vous savez, des fois, il suffit de quelques dizaines, quelques centaines de milliers de personnes. S'ils font 5 enfants par femme et que ces mêmes enfants en font 4 ou 5, et ben, en 1 ou 2 générations, ça peut aller assez vite. Voilà, donc je pense qu'il y a quand même des motifs d'espoir. Après, comme je l'ai dit, moi, je crois plus en un changement par le haut plutôt que par le bas. Que ça soit donc des élites économiques ou même des hommes politiques qui se repentent, on va dire. Mais voilà, il y a effectivement des motifs d'espoir. Merci. Je crois que je bug. Attendez, vous m'entendez ou pas, Maxime? Oui, c'est bon. Oui, oui. J'ai eu une petite panne de micro. Merci, Maxime, pour votre réponse. Écoutez, moi, sur la robotisation, d'ailleurs, j'ai dit tout à l'heure par erreur que j'avais fait une émission sur le sujet. En réalité, ce n'est pas vrai, je l'ai fait dans ma tête. J'avais préparé effectivement une émission sur la robotisation, mais j'ai jamais pris le temps de le faire. Donc, ce sera à faire. C'est un sujet qui est quand même très intéressant, ma foi. Et je crois que j'ai déjà dû donner mon opinion sur plusieurs émissions. Donc, la robotisation, moi, je suis totalement favorable. Totalement favorable. Si on peut éviter ne serait-ce que des tâches répétitives sur certaines missions, parce que c'est comment je pourrais dire, c'est la santé de nos Français, c'est la santé de nos citoyens qui est en jeu également. Je pense aussi à l'aspect de la santé. Si la robotisation peut y remédier, moi je pense que c'est une bonne chose, principalement. Je développerai mon avis quand je ferai l'émission sur ce sujet spécifiquement. Je vais revenir au sujet qui nous intéresse, à savoir demain tous marrons. Maxime Leroy, soyons fous, soyons dans l'hypothèse la plus radicale possible. Nous ne sommes plus que 5% de blancs dans notre propre pays, imaginons. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut lutter sans fin ou est-ce que la fuite est envisageable dans ces cas-là? Alors moi, je pense vraiment qu'on n'arrivera pas à ce niveau-là. Bah, typiquement parce que j'ai expliqué que pour moi, la France s'effondrera pour la bonne et simple raison que c'est pas qu'une question de couleur de peau, c'est une question d'intelligence. Je le dis assez souvent, j'en parle souvent parce que c'est vraiment un sujet extrêmement important. Heu, il y a des différences génétiques entre les races, il y a des différences intellectuelles entre les races. Typiquement, un Africain subsaharien a 68 de QI en moyenne, qui ça passe à 80 quand ils vivent dans des pays développés. Et nous, en Europe, on a un QI environ de 103, 104, 105 environ. Les Chinois également, les Asiatiques, en général, surtout les Japonais, les Hongkongais, les Singapouriens et les Chinois. Donc, on est dans une société où l'économie est faite pour des gens intelligents, au moins un minimum intelligents. Si les blancs sont 5%, et même 50% en fait, pour moi, voilà, je multiplierais même par 10, même à 50%, ça deviendrait extrêmement compliqué pour la France, voilà, de garder un certain niveau de vie. Moi, voilà, 5%, ça me. Alors, on essaie de l'imaginer là, mais imaginez en 5% de blancs, la France redeviendrait un pays du tiers-monde, hein, vraiment. Et je parle du tiers-monde, c'est même moins que le Moyen Âge, parce qu'au Moyen Âge, on était quand même une société développée, beaucoup plus que ce que la République veut bien nous faire croire. Vraiment, on deviendrait un pays africain, un peu comme l'Afrique du Sud. Je pense qu'en Afrique du Sud, je sais pas combien il y a de blancs, il y avait plus que 5%, mais il y a quand même une grande part de noirs, et ce serait du coup même pire que l'Afrique du Sud. Voilà, je pense vraiment que ça serait très catastrophique. Voilà. Et je pense que tout le monde ici serait d'accord avec vous, ce serait catastrophique.
Je vous propose désormais, parce que c'est vrai qu'on a quand même. Ah oui, c'est vrai qu'on a fait une blackface. J'aurais dû interroger, maintenant qu'il est parti, c'est dommage, Alexandre Cormier-Duny sur Justine Trudeau, parce que Justine Trudeau avait fait une blackface à une époque. Je sais Il pas était si vous vous en étudiant, ouais. souvenez. Il était Oui, étudiant, c'est cela. je crois. C'est cela. D'ailleurs, il y a des légendes qui racontent que ce serait le fils de Fidel Castro, attention. Bah, apparemment, c'est pas si déconnant que ça. En tout cas, le père Trudeau, qui était lui aussi Premier ministre canadien, était très proche de Fidel Castro. Fidel Castro, je l'appelle. Et apparemment, c'est pas si loufoque que ça, hein. Faudrait. Non, j'ai envie de dire, faudrait étudier le sujet, mais non, parce que le sujet sera toujours insoluble. Ça, si on fait un Parlons test d'actu. génétique. Je sais pas si on a l'ADN de Fidel Castro, mais Oh, c'est sûr qu'on l'a, hein. Franchement, on doit la bien avoir CIA, des elle l'a. cheveux quelque part. La CIA a son ADN, c'est sûr, quoi. Oui, Ça me oui, paraît évident. oui. On va parler de l'Union européenne un petit peu. Alors, on va pas rentrer dans un débat, Frexit, souveraineté, etc. Ça pourrait être intéressant, mais ce n'est pas l'actualité. Ça, c'est l'actualité depuis 1950. Non, c'est vraiment une actualité toute fraîche. C'est que l'Union européenne souhaite imposer à tous les pays membres de l'Union européenne la GPA. J'allais dire obligatoire, pas obligatoire, mais la légalisation de la GPA plutôt. Donc, à mon sens, c'est une catastrophe. Je sais pas ce que vous en pensez, Maxime, surtout Oui, que oui, vous oui, êtes une totalement. catastrophe. Oui, on est d'accord, on est d'accord. L'Union européenne qui impose la GPA, si l'Union européenne arrive jusqu'à son terme, comment est-ce que vous pensez que cette nouvelle sera accueillie à la France, pardon, sachant que la France est quand même à la fois la fille aînée de l'Église, mais c'est aussi peut-être le pays qui fait le plus de manifestations pour légaliser la GPA. Donc, à votre avis, comment cette nouvelle, comment cette directive va être reçue? Je pense que le peuple français ne bougera pas beaucoup, comme il n'a pas bougé vraiment pour le Pacs, pour le divorce, c'était dans les années 70, je crois, le divorce. Comme pour plein de sujets sociétaux, il ne bougera sûrement pas. Pour le mariage homosexuel, il y avait eu quand même, voilà, plus d'1 million de personnes, dans les rues, mais la société a quand même beaucoup changé depuis le début des années 2010. On l'a bien vu d'ailleurs, même les hommes politiques, dits de droite, qui ont participé aux, manifs pour tous, en fait, voilà, 10 ans plus tard, sont totalement retourné leur veste. Il ne reste quasiment plus personne pour vraiment assumer qu'ils y étaient par conviction. Je pense que ça passera. Il y aura de l'indignation. Voilà, il y a quelques hommes politiques qui bougeront. Je pense, bah, Marine Le Pen, je pense qu'elle n'ira pas jusqu'à soutenir la GPA, quoique, j'ai eu des échos comme quoi, il y avait un conflit interne au Rassemblement national concernant la GPA. Il y a toute l'aile, homosexualiste du Rassemblement national qui est pour la GPA évidemment, hein, parce que, bah, eux, les homosexuels ne peuvent pas faire d'enfants, hein, à moins qu'ils adoptent, enfin voilà, on n'a jamais fait d'enfant en se sodomisant. Donc là, il y a vraiment un conflit, même au sein du RN. Donc on peut quand même avoir des surprises, même si c'est Bardella le président maintenant. Bon, on sait tous que c'est Marine Le Pen qui tient les rênes, qui tient la culotte derrière. Voilà, le peuple français, je pense qu'il est assez mature maintenant. On l'a assez lobotomisé depuis plusieurs années pour qu'il accepte cela. Après, il y aura évidemment, heu, des manifestations avec, une majorité de catholiques. Après, est-ce que les évêques vont bouger? Ça, ils n'ont pas bougé, pour la légalisation de l'avortement en 75, avec la loi Veil, donc je ne pense pas qu'ils vont bouger, pour la GPA, hein. La conférence des évêques de France, a publié un communiqué, en début de semaine ou la semaine dernière, je sais plus, concernant la constitutionnalisation, de l'avortement. Donc, le mec il se bouge juste, voilà, juste quand la bataille quand vous savez la guerre la bataille est finie et puis il y a ceux qui viennent et: «Ah, c'est pas bien, hein, c'est pas bien ce que vous avez fait, hein». Alors moi j'étais dans ce camp-là, mais alors j'étais pas sur le champ de bataille, mais voilà, j'étais avec vous quand même, hein. Non franchement, je crois pas beaucoup à une grosse mobilisation. Alors, comme j'ai dit, les catholiques les fidèles catholiques, les catholiques pratiquants bougeront, ça c'est sûr. Mais bon, c'est pas, en fait, c'est pas 1 million de personnes qui va changer quoi que ce soit, je pense.
ça n'a pas fonctionné avec le mariage pour tous, donc je pense pas que ça changera beaucoup pour la GPA, surtout que bah, voilà, c'est l'Union européenne qui donne un peu le feu vert, connaissant nos hommes politiques européistes, fervents européistes. Je pense ils vont profiter de ça pour s'engouffrer dans la brèche. Effectivement, Maxime. Je voulais vous interroger. Ah oui, c'était un évêque. J'avais vu un évêque qui a été viré, je sais pas si c'est le terme, mais viré par le pape. Oui, Monseigneur Strickland, ouais, aux États-Unis. Si vous voulez en dire plus, parce que cet évêque, un peu de notre côté. Enfin, peut-être pas forcément de Oui, notre oui, côté, mais oui. au moins il était critique envers le pape. Si, c'était vraiment un très bon évêque qui en plus célébrait en forme extraordinaire Henri Tridentin, donc la messe, ce qu'on appelle la messe en latin, mais c'est pas que ça, hein. Effectivement, un évêque qui avait lutté aussi contre tout ce qui était passe vaccinal, et voilà, qui était aussi critique sur tout ce qui est immigration, etc. Oui, c'était un très bon évêque que le pape François le pape François lui a demandé de démissionner et il a refusé. Donc quand c'est comme ça, en fait, le pape l'a démis de ses fonctions. Ce qui est extrêmement rare, parce que souvent quand le pape demande à un évêque de démissionner, il le fait par lui-même. Donc là, voilà, je sais pas si c'est peut-être un péché de manque d'obéissance, je sais pas, mais en tout cas, je trouve que c'était voilà, j'aurais fait pareil à sa place, je pense. Je me suis même sûr en fait. Je n'aurais pas démissionné. Ok, d'accord. Oui, tout à fait, tout à fait. On peut tout à fait comprendre. Après la GPA, je voulais parler avec vous. Aujourd'hui, nous sommes le 17 novembre. On est le 17 novembre. C'est pas une date qui est anodine pour certains, puisqu'il s'agit des 5 ans des Gilets jaunes. Alors moi, j'aurais aimé savoir qu'est-ce que vous avez pensé du mouvement des Gilets jaunes. Je vais pas vous demander son efficacité parce que Macron était réélu. Mais qu'est-ce que vous avez pensé des Gilets jaunes et est-ce que c'est un espoir peut-être pour qu'un mouvement puisse un jour naître similaire? Alors moi, j'ai pensé beaucoup de bien des Gilets jaunes au tout début. Alors j'attendais un peu de voir, j'avoue très volontiers, j'attendais un peu de voir au début comment ça se déroulait, parce que je connais très bien le peuple français, je sais très bien que voilà, les gauchistes se seraient emparés du sujet très rapidement. Au final, ça a quand même duré quelques semaines avant que ça ne soit repris vraiment par l'extrême gauche. Mais oui, au début, c'était vraiment un mouvement un peu un mouvement poujadiste en fait, un peu comme Pierre Poujade après la Seconde Guerre mondiale avait fait son mouvement. C'était voilà, les Français juste en ont marre de se faire taxer de partout. Alors dans mes souvenirs, ça avait un peu commencé avec l'augmentation du tarif du pétrole et puis il y avait aussi différentes augmentations de taxes. C'était vraiment voilà, un mouvement anti-taxe dès le début, ce qui est une très saine réaction du peuple français. Moi, donc j'en ai pensé vraiment du bien. Je regrette quand même qu'il n'y ait pas eu peut-être plus d'actions, on va dire, ciblées sur l'immigration. Parce que pendant les Gilets jaunes, on a quand même beaucoup parlé voilà, on parlait de pouvoir d'achat en fait, beaucoup de pouvoir d'achat, mais on n'a pas parlé des causes profondes de la baisse du pouvoir d'achat des Français. Il y a deux grosses causes. La cause, c'est le socialisme. Depuis 1981, la France est totalement socialiste. Depuis l'élection de Mitterrand, il y a des hommes politiques dits de droite qui se sont succédés, je pense donc à Chirac et à Sarkozy. Mais en fait, ces gens-là ont fait des politiques totalement étatistes, totalement socialistes. Ils ont augmenté les dépenses publiques et les impôts de la France qui étaient déjà dans un niveau très élevé. Donc je peux pas appeler ça des gens de droite, c'est juste hors de question. Ils ont, ils ont augmenté l'immigration, ils ont accéléré l'égalitarisme en France, ils ont augmenté les dépenses publiques, les impôts. Je peux pas appeler ça des gens de droite. C'est pour ça que je dis que voilà, la France est socialiste depuis 1981.
voilà, les Français, ils en ont juste eu marre de cette accumulation de choses et je trouvais donc dommage qu'ils n'ont pas parlé de qu'on n'a pas vraiment parlé de socialisme et même de communisme, hein, clairement, parce qu'en France, on a quand même 60 de dépenses publiques. Moi, un coup, j'avais trouvé un chiffre, en fait, je recherchais les dépenses publiques de l'URSS. On n'a pas beaucoup de chiffres, hein, de l'URSS. J'étais tombé sur ce chiffre de 63 de dépenses publiques, je crois en 53, un truc du genre. Et en fait, bah, pendant le covid, on était à 62, donc on avait un niveau équivalent, à l'URSS. Alors ce chiffre de 63 en URSS, il faudrait quand même voilà, ça mériterait d'être confirmé. Il y a tellement peu de chiffres que j'ai pas trouvé, voilà, si c'était vraiment fiable et voilà, l'immigration aussi, on n'a pas profité, les partis de droite n'ont pas profité de parler que voilà, il y a 40 je crois, il y a 40 d'étrangers, de personnes d'origine étrangère qui sont, sans emploi en France, ils sont inactifs. C'est quand même un sujet, 40 des personnes d'origine immigrée, extra-européennes qui ne travaillent pas. Enfin, c'est un poids énorme pour l'économie. C'est des milliards et des milliards, des centaines de milliards de prestations sociales données à des gens qui, voilà, qui ne servent en fait à rien. Parce qu'en fait, on va leur donner de l'argent, ils vont consommer. Ils vont consommer quoi? Ils vont consommer dans leur, commerce, les commerces, africains. Ils vont faire quoi? Ils vont aller au kebab, ils vont aller, voilà, dans leurs petites épiceries, ils vont envoyer de l'argent, avec Western Union. Je crois que il y a plusieurs dizaines de milliards par an qui sont envoyés dans les pays africains. Grâce à quoi? Bah, grâce à toutes ces prestations sociales. Donc on a vraiment, je me rappelle, on n'a quasiment pas parlé de ça. Donc je trouve ça vraiment dommage qu'on ait pas profité de ce moment-là. Peut-être que du coup, avec l'aggravation, de l'état économique de la France, voilà, la France qui est, la balance commerciale qui est vraiment, extrêmement déficitaire, la dette publique, alors elle atteint des sommets, pas possibles. La différence entre les recettes, et les dépenses fiscales s'agrandit de jour en jour, donc peut-être qu'un jour les Français, reviendront dans la rue. Honnêtement, je pense que ça arrivera, peut-être d'ici 5 ans. Il y aura peut-être vous savez, des fois, il suffit juste une petite goutte d'eau qui fait déborder le vase, il suffit des fois de pas grand-chose, hein, pour que ça puisse repartir, ouais, on a connu, de nouveaux attentats en France, récemment, les Français en ont, voilà, je pense, de plus en plus marre de se faire taxer, de se faire violer fiscalement, donc voilà, il y a quand même un bon espoir qu'on retrouve un épisode similaire. Et cher Maxime, d'ailleurs ça me fait penser par rapport à la GPA, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une manifestation pour la GPA, il y a toujours une pancarte Jésus est né sous GPA, donc si vous voulez Non, réagir à ça, c'est n'hésitez n'importe pas. quoi. Ouais, non, mais ouais, c'est les gauchistes, quoi. Le gauchisme est une Absolument. maladie mentale, hein. Tout à fait, et elle est sévère, voire, mais pas mortelle malheureusement. Oui, effectivement, dimanche dernier, il y a eu la marche contre l'antisémitisme. Le Parti de la France a refusé d'y participer. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Volontiers. Écoutez, bah, la ligne du Parti de la France, c'est ni kippa, ni kéfier. Au Parti de la France, on a une ligne neutre, hein, sur le conflit israélo-palestinien, tout simplement parce que bah, ça ne nous regarde pas et que la France, dans ces cas-là, quand ça ne nous regarde pas directement, la France a en fait le devoir d'avoir des liens diplomatiques avec les pays. Alors, même si la Palestine n'est pas un pays, mais c'est quand même voilà, une entité, on va dire. Donc voilà, la France aurait dû, comme elle a fait, avec Villepin et Chirac, avec, la guerre en Irak et en Afghanistan, avoir voilà, cette neutralité de dire: «Non, bah, on reste neutre, voilà, on essaie d'apaiser la situation, on essaie que chaque partie essaie de discuter ensemble», comme la France aurait dû faire avec la Russie et l'Ukraine, hein. Honnêtement, ça a été du grand n'importe quoi, ce qu'a fait, Macron avec la Russie et l'Ukraine.
Bruno Le Maire qui commence à insulter Poutine, qui dit qu'on allait mener une guerre économique contre la Russie. Non, mais en fait, c'est surtout. Enfin, ce qui est risible, c'est que là, on est 2 ans après quasiment. La Russie a une croissance. La Russie a beaucoup moins d'inflation que nous. Les Russes ont dégagé les entreprises occidentales de Russie et les ont remplacées par leurs propres anciennes. Donc en fait, ils ont renforcé leur économie. On a voulu leur faire la guerre économique à la Russie, en fait, on a juste renforcé leur économie. Et voilà, dans son conflit israélo-palestinien et sur cette marge de l'antisémitisme, et bah voilà, nous, on a refusé d'y participer parce qu'on estime également que les Juifs, eux, sont en partie responsables de certaines choses, de certaines politiques et de certaines idéologies qui sont très présentes en France. C'est eux, certaines, donc c'est les Juifs de gauche qui ont fait venir notamment les musulmans en France, qui en fait tout ce beau monde après apporte ce conflit ici, qui ne nous regarde absolument pas. Donc voilà, on n'avait pas à participer à cette marche parce que là, on l'a bien vu d'ailleurs, ils se sont tous les toutes les officines communautaristes juives se sont bien félicitées que tout le monde, que la majorité des gens soutenaient leurs revendications. Et bon, même si le Rassemblement national a un peu essuyé certaines critiques, au final, on a même vu des représentations de ces associations se féliciter que le Rassemblement national y était. Bon, bah nous, c'est pas notre corps, on ne se soumet pas, on ne se soumet pas à ce cirque médiatique. On n'a pas besoin, voilà, de l'aval de ces communautés pour exister. On est français, on défend la France, on défend les Français, et on refuse de marcher aux côtés de personnes qui nous diabolisent, qui nous persécutent juridiquement, voilà, qui nous persécutent, nous les militants nationalistes. Il y a un certain nombre voilà, de nos militants qui sont en prison actuellement. Beaucoup ont dû partir de France parce qu'ils ont été persécutés par ces mêmes gens. Donc voilà, on garde notre honneur. On a refusé de participer à cette marche. Non pas qu'on voilà, on refuse sans haine. Nous ne sommes absolument pas haineux. Nous ne sommes pas antisémites. On a effectivement des critiques à faire sur certaines personnes de la communauté juive qui sont de gauche, mais ce sont voilà, des ennemis politiques. Mais on peut aussi aimer ces ennemis politiques. Il y a absolument pas de haine, comme, voilà, comme même en général dans nos critiques envers l'immigration. Il faut faire la différence voilà, entre le collectif et l'individuel. On n'a pas de haine envers les juifs, sinon on serait d'ailleurs peut-être plutôt antisioniste. Souvent voilà, les antisémites binaires, hystériques, sont souvent plutôt pro Hamas en ce moment. Tout à fait, et nous affirmons d'ailleurs, encore une fois, comme la semaine dernière, que judéo-chrétien c'est un oxymore et que le talmudisme et le christianisme sont profondément incompatibles. Oui, mais en fait, le judéo-christianisme, c'est quoi? C'est le juif qui tient le clou dans les poignets de Jésus-Christ, c'est ça? C'est ça le judéo-christianisme? Tout à Ah, nous, fait. ça nous va pas en fait. Voilà. J'ai vu aussi le film de... Enfin, le film... C'est pas un film d'Adama Traoré, c'est un film sur Adama Traoré. Un film qui a coûté environ 2,5 millions d'euros, ce qui est très peu hein, pour un film, soyons honnêtes. 900 000 euros d'ailleurs de ce budget vient de Subvention. l'argent public, de subvention tout à fait. Et ce film n'a pas du tout marché. Oh là là, quelle bizarrerie. Est-ce que ça veut dire que les Africains ne vont pas au cinéma? Je ne sais pas. Mais en tout cas, le film n'a pas marché du tout. Est-ce que vous comptez le voir? Je pense que même si on me paierait 1000 euros, je ne le regarderais pas, je pense. Oui, alors j'ai vu passer ça. Je crois il a fait 2500 entrées dans 118 salles. Ah, oui, Voilà, c'est ça, donc c'est à peu près 18 oui, c'est pas par mal salle. quand même, hein. Il y a quand même 18 personnes qui sont allées le voir. Bon, je pense que c'est des Africains, donc j'imagine, ou des militants d'extrême gauche.
Oui, bah, écoutez, tout cet argent public, mais en fait, c'est une accumulation de ce genre de choses qui sont révoltantes parce que, ouais, imaginez 900 000 € pour juste un petit film à la con, mais en fait, des films comme ça, il y en a plein, hein. Des films qui crachent sur la France, qui font la promotion d'idées totalement dégénérées. Mais il y a des millions, des centaines de millions, des milliards même. Alors j'ai pas en tête les subventions, publiques pour le secteur audiovisuel, mais ça se compte en milliards et ces milliards-là, ils ne vont pas, dans des films, pour, les films du Puy du Fou, hein, enfin clairement, c'est pas là-bas que ça va, hein. Il y a eu quelques petites subventions, je crois, pour Vaincre ou mourir, mais c'était extrêmement peu par rapport, au budget du film. Et puis même, c'est limite une exception qui confirmerait pas la règle, mais heu, quand on regarde les youtubeurs de gauche, par exemple, qui sont, ultra financés par le CNC, est-ce que les youtubeurs de droite, sont financés par le CNC? À chaque fois qu'ils font des demandes, c'est toujours refusé, même s'ils ont un bon dossier, qu'ils ont un bon projet, c'est toujours refusé. Mais c'est totalement idéologique. Toutes ces subventions publiques, c'est juste pour faire survivre ce système gauchiste totalement contre nature. En fait, la gauche ne peut survivre que par les subventions. Parce que la gauche est totalement contre nature, par son essence. L'égalitarisme, qui est la philosophie de la gauche, est totalement contre nature. Donc, ils sont obligés d'user de méthodes totalitaires, et de subventions publiques pour survivre. Voilà, donc c'est leur seul moyen d'exister, c'est par l'État. Donc c'est aussi une raison pour laquelle le Parti de la France est un parti, voilà, plutôt anti-étatiste, même si nous, voilà, on est pour un régalien très fort. Je pense notamment, voilà, à la police, à la justice, mais voilà, il faut un État qui soit très fort sur son régalien, donc sur les choses vraiment essentielles et voilà, qu'ils arrêtent de subventionner, par-ci par-là, des pans entiers d'économie, voilà, c'est juste, insupportable et quand on paye nos impôts, bah, en fait, une grande partie part dans tous ces délires, gauchistes, hein. On paye la gauchisation de la France, encore plus, comme si elle ne l'était pas, déjà assez. Absolument. Alors, je sais pas si vous avez vu cette actualité passer. Je pense que oui, quand même, elle est assez triste, tragique et hilarante à la fois. C'était un sénateur qui a été testé à quasiment toutes les drogues possibles, hein, d'ailleurs, MDMA, soit ecstasy, cannabis, cocaïne, il y a un peu tout sauf héroïne, si on veut, qui a tenté de draguer, qui a tenté de droguer plutôt, pas de draguer, une députée en vue d'une agression sexuelle. Euh, Est-ce que cela donne raison, par hasard, aux complotistes qui disent que tous les élus, tous les hauts élus de la République sont des drogués, comment je pourrais dire, obsédés sexuels? Alors, moi, c'est marrant, ça me fait penser à quelque chose là, c'était le KGB qui disait qu'il y avait 3 façons de corrompre une personne. C'était soit par le pouvoir, soit par le sexe ou soit par l'argent. Donc, voilà, je pense qu'on peut partir du principe que ces gens-là sont corruptibles, par une de ces 3 manières, où cette personne apparemment a l'air d'être corruptible par le sexe parce qu'elle a l'air assez désespérée vu les méthodes qu'elle utilise. Oui, j'ai vu qu'elle avait, et ce qui est alors le pire, c'est il avait réussi à faire venir cette femme, chez lui. Donc on va dire qu'il avait quand même fait le plus dur. Alors là, s'il a vraiment tenté le forcing, c'est qu'il était pas très sûr de lui, hein, le gars, hein, quand même, hein. Enfin, il manque un peu de confiance en lui, voilà, pour parler gentiment. Oui, bah, écoutez, je pense que ça arrive beaucoup plus que prévu, beaucoup plus qu'on ne le croit. Sauf que, bah, des fois, ça ne se sait pas parce que les femmes elles-mêmes ne se rappellent plus de rien, sûrement. Voilà, c'est des gens ils sont dans les mondanités, ils perdent totalement les pédales, à force d'être dans des soirées où, effectivement la drogue doit circuler, à plein le nez. Voilà, c'est le monde politique. Je pense que, il y a effectivement beaucoup de décadence morale, même si, tout le monde n'est pas évidemment pas
pas concernés, hein. Il doit y avoir des gens très bien, en politique, même dans des partis, ennemis du nôtre. Je suis sûr qu'il y a des bonnes personnes, qui sont pas, totalement hystériques et totalement haineuses, envers nous et qui sont vraiment très sincères et qui doivent être, je pense, même des bonnes personnes. Mais oui, alors ça, c'est un peu comme dans dans le milieu de l'argent, on va dire, chez les multimillionnaires, les milliardaires, il doit y avoir des très, très grande majorité de personnes totalement, dégénérées, totalement, dépourvues de morale. Heu, alors souvent, il y a des gens qui disent qu'on n'arrive pas, en haut de la pyramide, sans écraser les autres, sans être une entre guillemets «une pourriture». Heu, je suis effectivement, je pense qu'il y a une il faut savoir être assez machiavélique pour pouvoir gravir des échelons. Mais bon, je pense qu'il y a quand même une certaine partie des personnes qui restent correctes. Mais effectivement, l'argent peut corrompre, l'âme très facilement. Merci Maxime Leroy pour votre réponse. Et ben, je crois qu'on a abordé toutes les actualités, on en a abordé 5-6. C'est déjà pas mal, je trouve. Et je n'en ai plus en réserve. Donc moi, je vous remercie pour cette première partie. On va directement passer à la partie des questions des auditeurs, si vous le voulez bien, bien évidemment, Maxime. Donc pour ceux qui sont Tout sur à fait. YouTube, moi je vous donne, pour ceux qui sont sur YouTube, je vous donne rendez-vous lundi.